Saviez-vous qu'un bébé sur 40 qui naît dans le monde est un jumeau et que ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis les années 70? Bonjour, je suis Camille, maman de jumeaux et hôte de Coup Double, le podcast qui explore l'univers de la parentalité multiple. Chaque semaine, à travers des récits sincères de parents de jumeaux, des échanges avec des experts ou des conseils concrets inspirés de mon propre vécu de maman, je vous accompagne dans les hauts et les bas de cette aventure unique qui est celle d'être parent de jumeaux. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coup Double. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode à deux voix, on va voyager un peu et je vous embarque avec moi aux États-Unis, direction Seattle, où vit Laure, mon invitée du jour. Laure est française, expatriée depuis plusieurs années aux États-Unis avec son mari Jocelyn et elle est aussi maman de 3 enfants, son aînée Anaïs et ses jumeaux Éléonore et Quentin. Ensemble, on a parlé de son expérience de la maternité aux États-Unis qui a été, vous allez le voir, bien différente de ce qu'on peut vivre en France. Laure va nous raconter son parcours de maman de jumeaux, de l'annonce au postpartum. Elle reviendra sur sa peur initiale de devoir renoncer à la vie d'aventure que lui offre l'expatriation et d'avoir un quotidien plus routinier quand elle a appris qu'elle attendait 2 bébés. Elle nous parlera de sa grossesse qui s'est globalement bien passée, mais avec un accouchement surprise et prématuré à 32 semaines et un séjour en soins intensifs pour Éléonore et Quentin. Elle reviendra aussi sur son postpartum et comment elle a su s'entourer malgré l'absence et l'éloignement géographique de ses proches. Et bien sûr, on abordera sa vie quotidienne avec des jumeaux, entre l'organisation du quotidien, les moyens de garde et la perception de la gémellité à Seattle. En bref, on vous embarque pour un épisode riche en expériences et en réflexions, qui met en lumière les similarités, parce qu'il y en a beaucoup, mais aussi toutes les différences entre la France et les États-Unis quand on devient parent de jumeaux. Alors maintenant, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Laure! Salut Camille! Comment tu vas? Mais ça va bien, merci, et toi? Ça va très bien aussi, je suis très contente de t'avoir depuis l'autre bout de la planète du coup. Merci à toi pour me donner la parole, ça me fait super plaisir d'être là. Moi aussi, ça me fait plaisir de t'avoir. On va commencer par une petite présentation de toi pour que tout le monde sache qui tu es. Donc moi, c'est Laure, j'ai 38 ans, je suis maman de 3 enfants, une petite fille d'un peu plus de 3 ans et demi et des jumeaux de 9 mois, Quentin et Éléonore. Et effectivement, donc j'habite à Seattle, aux États-Unis, qui est dans l'État de Washington. Et ça fait 5 ans et demi qu'on est là. Trop bien. Donc comme tu disais, tu es française expatriée à Seattle depuis 5 ans et demi. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené dans un premier temps à venir vivre à Seattle? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que tu as suivi quelqu'un qui était un Américain? Dis-nous tout. Donc du coup, on est venu avec mon mari, qui est français. Qui est français aussi, ok. Ouais. Donc aucun de nous s'est dit, allez, on rentre au pays, on se rapproche de la famille. Non, rien à voir avec ça. On est tous les deux français et en fait, on s'est mariés en septembre 2018 et après notre mariage, on s'est demandé, c'était quoi le projet suivant, quoi. Est-ce qu'on a envie de fonder une famille? Est-ce qu'on a envie d'acheter? On n'avait pas envie de ça encore à ce moment-là. Ouais. Et on a envie d'une aventure. Donc, on s'était dit, partons pour 1 an et on verra bien. Et là, ça fait donc 5 ans et demi et on a 3 enfants franco-américains. Voilà. Justement, vous, et puis toi plus précisément, parce que c'est toi l'invité aujourd'hui, quels ont été tes premiers ressentis en tant qu'expatriée à l'idée de devenir mère déjà d'un enfant, puis ensuite d'une paire de jumeaux? Est-ce que justement ces grossesses et ces naissances à venir, à un moment donné, ça vous a fait envisager le fait de rentrer en France? Je dirais que pour la première, donc Anaïs qui est née en 2021, c'était dans une configuration où en fait on était encore en plein Covid et les frontières en fait américaines étaient fermées. Donc si tu veux, on n'a pas pu vraiment faire ce qu'on voulait. On n'avait pas vraiment de liberté en fait à ça pendant cette période-là et on n'a pas pu rentrer voir nos familles, ils n'ont pas pu nous voir tout de suite. Donc en fait, il a fallu, personne ne m'a vue enceinte, tu vois, du premier. Donc il a fallu un petit peu se faire aider, en fait, tout simplement. Tu vois, trouver de l'aide, essayer de trouver des moyens de trouver du soutien, que ce soit pendant la grossesse ou même après, avec une doula postpartum. Donc ça c'était la première grossesse, je dirais, où en fait on n'avait pas trop le choix et on avait quand même envie de rester ici. Et donc on a trouvé des moyens que ça se passe bien. Ouais, pour Tout vous sentir simplement. entourée et être quand même bien, malgré le fait que vous soyez Ouais, expatriée à l'autre bout du monde. exactement. Et puis pour les jumeaux, alors ça c'était
beaucoup plus difficile pour moi, notamment à l'annonce. J'ai pas sauté au plafond. Quand j'ai appris que j'avais des jumeaux, on était parti juste pour un deuxième, qui s'est mis en route très très vite après la décision, mais ça a changé beaucoup de choses, quoi. Et je te parle même pas au niveau organisation, voiture, logement, alors ça oui, mais ça a changé tout par rapport à notre vie ici, où on était toujours dans une espèce d'aventure en fait à 3, où on voyageait un peu partout aux US, on découvrait, on était toujours dans l'aventure en fait. Ouais. Et là, avec des jumeaux, on s'est dit: «Mais l'aventure, elle est finie en fait, quoi». Je pense pas avoir l'énergie pour faire tout ce que j'ai fait avec Anaïs, tu vois? Ouais, vous avez eu Et peur de devoir tirer un trait, sur tout ce que vous aviez vécu jusque-là aux États-Unis, parce que ouais. du coup, ça faisait, finalement 3 enfants et pas 2 comme, ce qui était prévu. Ouais, c'est ça. Moi, je me disais: «Ah bon, à 4, franchement, on va rien changer. On continuerait d'aller faire du ski de fond, on avait notre chariot, on continuera à aller dans les parcs nationaux, faire nos road trips», Moi, franchement, je voyais à 4, ça me faisait pas peur, quoi. Je me disais: «On va y arriver nickel, quoi». Et puis là, on t'annonce, on t'annonce 2, donc 3 enfants, donc 2 bébés en bas âge et donc là, je me suis dit: «Mais non, mais là, ça notre vie ici, elle va prendre une toute autre tournure, en fait. On va arriver dans une vie qui serait peut-être similaire à celle qu'on aurait en France, c'est-à-dire plus dans une espèce de routine où on est moins dans l'aventure, en fait». Et l'autre point aussi qui, moi, me faisait qui m'angoissait un tout petit peu, quoi, m'angoissait, qui me faisait de la peine, c'est de me dire, quand est-ce qu'on va rentrer, quoi? Quand est-ce qu'on va voir nos familles? Quand est-ce que alors, en plus du coût, de 5 billets d'avion, mais c'est surtout aussi, faut les faire les 10 heures de vol, C'est ça, avec, gérer les enfants pendant tout le vol, qui ouais, est très long. Mmh. ouais. Donc ça a été, pas mal de réflexions autour de comment on va construire une vie à 5 ici et comment on va réussir à faire le lien toujours avec la France et je pense que c'est ça qui était le plus dur. Et au cours de la grossesse, au final, est-ce que voilà, ce sentiment s'est un peu apaisé pour toi, pour vous? Est-ce que, voilà, tu as réussi à finalement trouver un peu des points positifs, malgré les peurs et les doutes de départ? Ouais, en fait, je pense que au bout d'un mois, quoi, en fait, cette réflexion a duré un peu plus d'un mois et une fois que j'ai commencé à faire, la première écho, morphologique avec un spécialiste des grossesses gémellaires, parce qu'on m'avait donné l'opportunité de le faire et j'ai voulu. Hem, Là, ouais, là, ça c'était tous les doutes et toutes ces questions, heu avait disparu, quoi. J'étais en phase avec mon choix, on va dire. Tu parlais donc, justement d'écomorpho, d'un suivi avec un spécialiste, de la gémellité. Comment ça se passe justement aux États-Unis, un suivi de grossesse gémellaire? Pour toi, comment est-ce que ça s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a fait une première échographie de datation. Celle-ci est arrivée, je me souviens bien, c'était le jour d'Halloween, Ouais. 31 octobre, quand on m'a annoncé justement qu'il y avait des jumeaux. J'ai cru à une blague. La mauvaise blague d'Halloween. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc à partir de là, évidemment, le choc et puis moi derrière j'ai dit: «Mais peut-être que vous vous trompez, quoi». Donc derrière on a fait une échographie, morphologique et là j'ai demandé à avoir un spécialiste, de la grossesse gémellaire et en fait, il y avait aucune grosse anomalie, mis à part le fait qu'il avait l'insertion du cordon, ombilical, on appelle, je crois, vélamenteuse, insertion au cordon, vélamenteuse. Donc en fait, au lieu d'être accroché, sur le placenta, son cordon ombilical à Quentin était implanté, accroché aux membranes. Donc il D'accord. pouvait avoir, un risque, de malformation quoi, de retard de croissance. Mais voilà donc le suivi alors, ouais ici on te propose tout de suite, alors parce que tu as un système aussi de santé, et d'assurance maladie qui est un peu différent de celui de la France. Une fois de plus, moi j'ai aucune connaissance à part mes copines en France qui ont eu des grossesses, mais il est difficile pour moi de comparer. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai eu, la possibilité de faire des tests génétiques, qui m'avaient été recommandés parce que il y avait l'âge un petit peu, même si, j'étais encore très jeune, hein, j'avais 37 ans. Mais voilà, ça m'a été proposé, je l'ai fait. Il y avait un test non invasif,
qui m'a permis de savoir aussi sur un des deux bébés, un des deux sexes. En fait, il y avait un garçon, mais est-ce qu'il y avait un deuxième garçon? Ça, on ne pouvait pas le savoir. Est-ce qu'il y avait une fille qui était cachée? Voilà, on pouvait pas savoir. Mais il avait été confirmé qu'il y avait au moins un garçon. Et lors de cette échographie morphologique, voilà, on m'avait mis dans une petite enveloppe les deux sexes. Mais pour le reste du suivi de la grossesse, je dirais qu'il y a eu plusieurs échographies en plus morphologiques du fait qu'il y ait eu cette Ouais. insertion du cordon pour Quentin. Et puis, le principal suivi, c'est que c'était pas, voilà, parce que le système américain est tellement différent de celui de la France où t'arrêter avant la fin de ta grossesse, c'était pas une possibilité parce qu'il n'y a pas d'arrêt maladie, il n'y a pas tout ça. J'ai vraiment été, on va dire, jusqu'à la fin de... Voilà, j'ai travaillé Jusqu'à jusqu'au l'accouchement, tu as lundi. travaillé. Voilà, ouais. Ouais. Jusqu'au Donc 15 en fait, il n'y a avril, j'ai pas de bossé. congé maternité prépartum. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas voilà, 2 semaines avant à peu près, 3 semaines avant d'accoucher, j'avais un examen de routine avec ma sage-femme. Et elle me dit, et là moi je lui dis, écoute, j'ai parlé avec mon manager, il est ok pour moi pour que je travaille depuis la maison à 100% à partir de maintenant en fait. Et elle me dit, non mais vous savez, grossesse gémellaire, vous pouvez travailler jusqu'au bout. Nous on a eu des infirmières qui ont travaillé jusqu'au bout. Et là je me suis dit non mais c'est pas possible quoi, tu vois, moi j'avais quand même beaucoup de trajets pour aller au boulot, j'allais en voiture et c'était dur quoi. Sur la fin, j'étais à 29 semaines et j'avais qu'une hâte, c'était arriver à 32 à peu près pour me poser en fait à la maison et continuer à travailler jusqu'à la fin parce qu'ils voulaient me déclencher aussi, c'est ça, aux alentours de 38 semaines. Donc voilà, donc c'était mais comment t'oses demander ça quoi? C'était un peu ça. Tu vois, donc il y a pas eu d'arrêt pour me poser avant parce que ça n'existe pas. Parce que tu as pas Ok. d'arrêt maladie, en fait, tout simplement. Bon, en France, c'est pas du tout pareil. Justement, du fait de grossesse gémellaire, ça fait que on nous arrête quand même un peu plus facilement parce que c'est quand même vu comme grossesse à risque. Est-ce qu'aux États-Unis, justement, toi, les médecins qui t'ont suivi ont commencé à éventuellement évoquer une grossesse à risque ou autre? Ouais, non, non. Alors, la prématurité était toujours sur la table depuis le début de cette grossesse. Toujours, toujours. Le spécialiste me l'avait bien dit lors de notre première rencontre. Elle avait parlé de toutes les implications en fait que ça causait d'être enceinte de jumeaux et d'une grossesse multiple. Donc ça a toujours été sur la table et du coup, ça te laissait un peu de place, d'espace dans ma tête pour éventuellement, ça peut arriver, donc de se préparer en fait. Justement, pour la naissance, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on te disait, toi, par rapport à la naissance? Est-ce qu'ils envisageaient directement une césarienne? Est-ce que, il y avait aussi d'autres types d'accouchements qui étaient évoqués? Ouais, en fait, évidemment, comme c'est une grossesse à risque, il n'y a pas d'accouchement à la maison. En tout cas, c'est pas du tout quelque chose qui est recommandé. Il fallait que j'accouche dans une maternité. Alors je crois qu'en France, on dit de type 3. voilà, donc de type 3. Donc ici, c'était les mêmes conditions. Les mêmes conditions étaient réunies, quoi. Il fallait que j'accouche dans un hôpital avec un service de prématurité. Ouais. Mais vu l'âge, il voulait pas me faire arriver jusqu'au bout, jusqu'au terme de ma grossesse. Ils auraient voulu me déclencher aux alentours de 38 semaines. En France, c'est un peu le même discours qu'on nous tient, en tout cas pour des bibis, donc comme c'est ton cas vu que tu as une fille, un garçon, c'est pareil, 38 semaines, vraiment maximum 39, mais on va pas au-delà généralement pour des grossesses gémellaires. Donc c'était un peu ça et puis comme je te disais, voilà, on avait planifié de déclencher à cette période-là. Ils sont arrivés bien plus tôt, donc c'était pas vraiment prévu au programme. Tu disais que tu avais travaillé jusqu'au bout, tu m'as dit 29 semaines si j'ai bien ça en tête. J'ai accouché semaine 32, j'étais à ma Ok, semaine 32 ouais. et ils sont nés le 16 avril et j'ai travaillé jusqu'au 15 avril. Ah oui, ok. Ok. Ouais. Donc naissance avant terme à 32 semaines et travail jusqu'au bout. Mmh. Qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent aussi vite et que ce soit aussi précipité au final? Donc il n'y a rien qui a été
potentiellement anticipé puisque tu n'as pas eu d'hospitalisation ou rien en amont? En fait, j'ai perdu mes os. Voilà, j'ai perdu les Ouais, os, dans la nuit, du 16 au matin. Si tu veux, le jeudi qui précède, donc là, on était mardi 16 avril et le jeudi qui précède, le jour où j'ai perdu les os, j'ai perdu le mouchon bucceux et je sais pas, pendant le week-end, j'avais l'impression de perdre complètement le contrôle. Je sentais qu'il se passait quelque chose, c'était c'était difficile un à ressenti plutôt émotionnel ou c'était n physique? Tu n sentais ouais, quelque chose? et je dirais peut-être un peu des 2, même si en vrai quand on me posait des questions et que j'ai appelé: «Vous êtes sûr qu'il faut pas que j'aille à l'hôpital?» Il me disait ben, il me posait des questions quoi, donc il faisait une vérification préalable avant de m'envoyer à l'hôpital, mais tout avait l'air, OK quoi, mais moi j'avais l'impression qu'il descendait en fait déjà. J'ai l'impression que qu'il descendait et c'était une sensation plus que parce que j'avais aucune douleur associée ou j'avais aucun symptôme en plus de ça. Et donc bon, bah, ça a pas loupé et c'était vraiment le même schéma que pour ma première, exactement le même. Et puis dans la nuit, ben, je perds les os et puis à ce moment-là, ben, direction à l'hôpital parce que, ben, tu prends pas de risque, tu dis pas: «Bon, ben je vais attendre les premières contractions». Ouais, bien sûr. Ouais, donc là, tu pars à l'hôpital, et là, une fois de plus, tu vois, le côté où tu es expatrié, il faut trouver quelqu'un qui garde ta fille, tu vois, tu pas de famille aux alentours, quoi. Donc il a fallu aussi gérer l'organisation du jour J, qui s'est fait avant, mais voilà, donc et donc en arrivant à l'hôpital, ils ont même pas essayé de stopper ou quoi que ce soit. Le travail s'est déclenché et c'était parti quoi et beaucoup de d'inquiétude, je pleurais quoi parce que je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui va se passer?» Tu sais pas ce qui va Ouais. se passer. Tu es à 32 semaines, pas que tu imagines le pire, mais tu te dis: «Mais non, 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 c'est» tu sais, tu aucune idée. Tu te laisses guider, mais ouais, beaucoup d'appréhension. Mais malheureusement, ouais, il y a rien qui a fait que ça a déclenché. Il y a rien qui a fait que j'ai accouché plus tôt, ouais, je sais pas, on sait pas, il y a vraiment aucune raison particulière parce que j'avais une grossesse qui se passait très bien. Ouais, il y a rien eu en anticipation, c'est vraiment du jour au lendemain. Tu as perdu le bouchon muqueux, puis tu Mmh. as perdu les os et tout s'est déclenché quasi immédiatement, ouais. Ouais, c'est ça. Tu disais justement qu'il avait fallu trouver un moyen de garde pour ta fille, donc tu avais certainement anticipé ça, mais pour un peu plus tard dans ta grossesse. Comment est-ce que vous avez géré ça en étant solo tous les deux aux États-Unis? Ouais, bah, alors là, bah, c'est les copains, quoi. Donc une amie, qui habitait dans le même quartier que moi, donc la chance aussi, tu vois, de te dire, elle habite dans le même quartier, pour elle, c'est pas très loin et ouais, les amis, quoi, tu t'entoures, de tu ton cercle de toute façon. Alors, en plus, la chance, c'est qu'elle aussi est française, donc tu vois, elle a aussi 2 enfants, donc elle a vécu tout ça, tu vois? Tu te rapproches de gens qui ont des parcours un peu similaires aux tiens et et qui ont la dispo, qui peuvent aussi, mais surtout aussi qui comprennent, ce que tu es en train de vivre, quoi. Alors justement au final, donc après la perte des os et le travail qui se déclenche, comment va se passer ton accouchement? Bah, écoute, super bien. Ouais, Ouais, j'ai eu un accouchement, de rêve, dans le sens où, heu, le travail avec les contractions donc j'ai perdu les os vers, 4 heures du matin et les vraies contractions, assez fortes ont commencé vers, 10h30 du matin et j'ai accouché vers midi, 12h30 donc j'ai pas vraiment le même schéma que pour ma première. Je dis vraiment, j'ai vraiment eu un accouchement de rêve. J'étais admise en antépartum avant d'être envoyée au bloc, parce que comme c'est des jumeaux, bah, il y a peut-être un risque de césarienne qui est encore un peu plus élevé. ouais. Donc voilà. Donc ouais, antépartum, j'étais chouchoutée. Tout le monde vient. Oh non, mais c'est pour demain. Tu vois, il y avait pas. Personne n'était inquiet, mais personne. Et moi, au fond Même de du fait moi, de la prématurité, même du fait des 32 semaines, tout le monde était assez serein autour de toi? ouais. Ah ouais, ils étaient tous super sereins. Et puis pour eux, c'était: «Mais non, mais ça viendra demain, quoi».
tu vois? Et moi, au fond de moi, une fois de plus, je savais que c'était pour aujourd'hui, quoi. Tu sens en plus, tu as une expérience de la première, donc c'était la deuxième grossesse, donc tu as l'espèce de schéma qui se répète. Et c'était exactement ça, quoi. Je me souviens, ils sont venus vers 10 heures, ils m'ont dit: «Oh non, mais vous êtes dilaté d'un centimètre ou deux.» 1 heure plus tard, ils étaient en train, ils n'arrivaient pas à trouver le deuxième cœur du bébé. Bah non, parce qu'en fait, il était déjà descendu, quoi. J'avais fait tout le Ah travail ouais. en 1 heure, quoi. Donc, non, tout le monde était plutôt relax. Alors peut-être qu'il l'était pas, mais mais En tout cas, ils ils t'ont avaient fait l'air. sentir qu'ils étaient On va relax. dire qu'ils étaient pros. Du coup, après donc cet accouchement, malgré tout assez rapide, qu'est-ce qui se passe pour tes bébés? Donc tu disais prématurité, qu'est-ce qui se passe pour eux? Comment est-ce qu'ils sont pris en charge, après la naissance? Donc en fait, donc après, être allée au bloc, bon, bah, l'accouchement s'est déroulé très, très bien. Ouais. J'avais une épidurale. Ce qui était chouette, c'est que j'avais une épidurale qui était pas très forte, et du coup, j'ai pu, comparer à ma première, et j'ai vraiment pu sentir aussi les bébés, on va dire, descendre, quoi. Et il y avait du monde partout, quoi. C'est vrai que, alors je pense que c'est tout le monde peut témoigner de la même chose quand tu fais un accouchement de jumeaux, c'est que tu as du monde de partout, quoi. Je sais pas, il y avait une dizaine de personnes dans la salle, Ouais. tout était prêt à intervenir en cas de besoin, quoi. Pour les bébés, Pour le bébé principalement, et pour voilà. toi. Mmh. Ouais, et puis pour moi aussi, mais ouais, donc ils sont nés, et je me souviens on m'a posé, Éléonore et Quentin, peut-être 2 secondes, tu vois, En sur peau ma à peau sur poitrine, toi, quoi. ouais. Mmh. C'était le temps juste d'une photo, quoi, vraiment. Et puis, ensuite, ils sont montés directement en réanimation, donc en soins néonatal, mais la partie réanimation. Puis tu as ton mari mon mari qui les a suivis, en fait, hein. C'était partie du protocole, donc il les a suivis. Et puis toi, tu es là, tu attends sur ton lit d'hôpital, et à te poser des questions, quoi. Est-ce que tout va bien? Les gens autour de toi te rassurent, te félicitent, entre guillemets, pour tout ce que tu viens d'accomplir. Puis donc ils arrivent là-haut, et bon, bah, toi, t'attends. Et mon mari, au moment où il est revenu me voir un peu plus tard, dans la chambre, post-opération, quoi, post-accouchement, il me prévient, voilà, il m'avertit un petit peu, à me dire, ça va être très différent, quoi. La rencontre avec eux va être très différente. Ouais, par Euh, rapport à votre première fille? ouais, C'était ça qui ouais, sous-entendait? Ouais. ouais, il sous-entendait ça exactement. Et puis bon, une fois de plus, hein, pendant la grossesse, on t'a dit, il y a un risque de prématurité. On a fait des cours de préparation à l'accouchement pour les grossesses gémellaires. C'était aussi quelque chose qu'on a abordé, donc on savait à peu près le protocole et à quoi s'attendre. Mais est venu le moment où, effectivement, bah, je suis allée les voir. Je suis montée à l'étage, peut-être 2 heures après, avoir accouché. Et là, bah, là, émotionnellement, ouais, c'était super dur, quoi. Ils sont minuscules, ils ont des cordons, de partout, et tu peux pas les toucher, quoi. C'est ça ils étaient en couveuse, chauffée, fermée. Éléonore, elle avait besoin d'un ventilateur pour respirer, elle était pas capable de respirer par elle-même, donc elle manquait d'oxygène. Quentin, lui, on lui avait mis dans le nez, en anglais on dit CPAP nasal. Il n'avait pas besoin d'oxygène, mais c'était plus pour l'aider, en fait, de lui-même à respirer. Mais ouais, la rencontre, elle est dure, quoi. Elle est vraiment dure, et ça, t'es pas préparé à ça du tout, quoi. Parce que ton premier, tu le prends dans tes bras tout de suite, tu le mets au sein, etc. Et là, on n'était pas du tout sur ça, quoi. Quelques heures après, on m'a demandé de commencer à tirer mon lait, tu vois, pour stimuler la montée Ouais. de lait, etc. J'ai eu tellement de lait pour nourrir les jumeaux. J'avais beaucoup, beaucoup on dit de supply, de lait, en fait. J'en avais vraiment beaucoup, ce qui était super. Mais je mettais tout ça dans des sachets, quoi. Et j'ai jamais pu leur donner le biberon avant quoi. Ça a pris 1 mois, tu vois, avant de pouvoir leur donner le biberon. Donc ouais, le passage aux soins intensifs, ouais, c'est quelque chose de très dur, quoi. C'était très, très dur émotionnellement. T'es jamais prêt, tu t'y prépares jamais, mais comme toute épreuve dans la vie, tu as une date de début, mais tu as aussi une date de fin. Tu as aussi une péremption, donc heureusement pour nous,
Ça a duré 40 jours, mais c'était super dur, ouais. Ouais, Et on était super bien entourés aussi. Ça, c'est vrai que tout le personnel hospitalier, on avait les psychologues, on avait les travailleurs sociaux, on pouvait être impliqué, voilà, à tout moment. On savait ce qui se passait. Ils s'engageaient pas sur une date de sortie. Ça a été c'est jamais. sûr, ouais. Je crois que jusqu'à la dernière semaine, on n'a jamais su quand est-ce qu'ils allaient rentrer. Mais ouais, il y a eu forcément des montagnes russes aussi. Un jour ça allait, un jour ça allait plus. Après, il y a eu de la physiothérapie, bon, radio, je crois que c'est comme ça en français, right? Physiothérapie. Vous avez besoin en fait d'UV. De lumière? Ouais, c'est ça, de Ouais. lumière. Quentin avait ensuite de l'anémie. Quoi. En soi, il y avait rien de grave, mais s'ils n'étaient pas là, ils n'auraient pas pu. Ils pouvaient pas. Ils seraient morts, quoi. Je veux dire, ils avaient Bien vraiment sûr, ouais, besoin ouais. D'assistance, tu vois. Sans les Voilà. soins, voilà, Ouais, ils auraient pas pu ouais, survivre. Même ouais. s'il y avait rien de gravissime en Non, soi, mais pour des bébés aussi petits, ça pouvait le ouais. devenir. Mmh. Ouais, et ça nous a vachement, quoi, ils nous ont vraiment appris ce que c'est que d'être patient, parce que, bah, une fois de plus, tu pouvais pas les prendre quand tu voulais. Il fallait respecter un certain moment de la journée. C'était toujours au moment où il y avait les soins. Donc, parce que les soins voulaient dire on manipule le bébé, donc on le réveille, donc on le stimule et on veut pas trop ça. Donc, il fallait que si moi je voulais les porter, il fallait que ça se fasse à ce moment-là et il fallait au minimum être avec eux pendant 2 heures, quoi. Donc, c'était eux qui décidaient, tu vois? Ouais, Toi, tu étais t'observer. un Ouais, ouais, t'observais, tu étais vraiment dans l'observation. On était vraiment dans l'observation au début et c'était eux qui nous disaient, quoi. Donc, et ça c'était, tu peux le comprendre, mais c'était quand même pas facile, tu sais, d'être en retrait et de ouais. dire, ces gens-là, ils quoi, ces gens-là et c'est super boulot qu'ils font, hein, le personnel hospitalier, mais c'est eux, entre guillemets, qui avaient, cette chance de pouvoir les manipuler, de pouvoir les toucher, de pouvoir, au tout début, quoi et moi, c'est venu bien plus tard. Au bout de 2 jours, j'ai pu les porter seulement. OK, ouais, tu as l'impression qu'en fait, les premiers pas dans cette nouvelle maternité et pour ton mari dans cette nouvelle paternité, ben, ont été un peu volés, même si, ben, malgré tout, c'était pour des bonnes raisons et des bonnes causes parce que c'était évidemment le personnel médical qui devait prendre soin d'eux. Mais voilà, il y a ce petit regret par rapport à ça parce que tu pas pu, bah, profiter des premiers instants avec tes bébés. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a un accompagnement spécifique pour les enfants prématurés et puis pour vous, les parents? Tu as parlé de travailleurs sociaux, tu as parlé d'un accompagnement psychologique. Qu'est-ce qui est mis en place justement autour de voilà, la prématurité, la néonatologie, etc. Du coup, bah, il y avait des psychologues, en fait, hein, si tu avais besoin de parler, parce que nous, dans notre cas, il y a pas eu une grosse chirurgie, tu vois? Il y a pas eu une fois de plus, des soins qui ont nécessité, une opération ou tu vois? Ou un bébé qui est décédé ou tu vois? Il y avait une fois de plus, c'était des soins entre guillemets «attendus» et normaux. Mais tu as des psychologues qui sont là, en cas de besoin. Donc, nous, je me souviens du deuxième jour où je suis montée, la psychologue est venue me voir. Elle me disait que, bah voilà, elle était aussi passée par un, une expérience de prématurité, qu'elle était là si j'avais besoin de discuter, comment je me sentais, quoi. Ils voulaient vraiment savoir comment la maman se sentait, quoi. Voilà, tu commences ton postpartum et en fait, tu le commences pas vraiment parce qu'on t'a un peu arraché tes bébés de ton ventre parce que voilà, ton corps, il comprend pas trop ce qui se passe parce que tu tires ton lait, mais tu donnes pas ton lait. Il y a beaucoup de confusion dans ce que la maman vit émotionnellement et physiquement. Et ça, le personnel, il en était bien conscient. Donc, le fait, ouais, d'avoir ces psychologues à qui tu puisses parler, qui t'accompagnent, qui viennent te voir tous les jours. Il y avait aussi une association au sein de l'hôpital où, ouais, voilà, je crois que c'était toutes les semaines, on pouvait se réunir avec d'autres parents qui vivaient la même chose et on partageait un sandwich, tu vois, on discutait, Ouais. Mhm. on se changeait les idées, quoi. Tu vois, c'était le Ouais. but et Ouais, du par lien bref. entre vous, bien sûr. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Il y a une chose aussi qui a été pas facile à intégrer, de par ce système aussi américain de l'assurance santé et cetera. C'est que moi, j'ai fait 2 nuits à l'hôpital et après je suis rentrée Ouais. chez moi. Donc j'ai accouché le mardi. Évidemment, j'ai passé la nuit à l'hôpital le mardi soir.
Le mercredi matin, on vient me voir en me demandant comment ça va et si je suis prête à sortir. Je dis qu'évidemment, je me sens pas forcément prête tout de suite. Ils comprennent et je passe encore la nuit du mercredi et le jeudi, je sors. Donc, difficile, hein, quand même, tu vois, Ouais, aussi vite et sans tes Ouais, bébés, il y avait tout qui était réuni, voilà, pour que ouais, tu le vives quand même assez mal, bien sûr. ouais, c'est ça, ouais. Justement, en parlant un peu du système de santé aux États-Unis, déjà, tu as parlé du congé maternité, qui en fait, là, il n'y a rien avant la naissance. Financièrement, comment est-ce que c'est pris en charge aux États-Unis, déjà la grossesse, le suivi de grossesse, l'accouchement, et puis en cas de prématurité, comme là, ça a été votre cas? Alors déjà, le congé maternité, peut-être ça, c'est quelque chose que j'ai pas souligné avant, mais en fait, au niveau, et je crois que tu l'as très bien dit, mais il y a des nuances, hein, qui, je pense, sont intéressantes à décrire ici. C'est qu'au niveau fédéral, donc au niveau de l'État du pays des États-Unis, Ouais, il y a pas de congé maternité payé. Tu as la possibilité, tu as 12 semaines, tu as la possibilité de prendre un congé family leave, qu'ils appellent ça, un congé de famille qui est de 12 semaines, mais ça peut très bien, tu peux l'utiliser pour voilà, t'occuper à l'adoption, t'occuper d'un parent ou d'un membre de ta famille qui est malade, genre cancer, et puis aussi un congé maternité, mais il n'est pas payé. Donc, quand même compliqué, vu, voilà, ça n'encourage pas, en tout cas, les femmes à forcément derrière avoir un travail. Hein. Donc, effectivement, tu peux prendre ce type de congé en fait en fonction d'un événement de ta vie. Alors, si tu adoptes 2 fois, bah, tu l'auras 2 fois. ouais, Si tu as plusieurs grossesses, tu l'auras autant de fois que tu as un nombre de grossesses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, tu as aussi des choses qui se passent au niveau de l'État. Et quand je dis de l'État, c'est qu'aux États-Unis, il y a 50 États. ouais. Ouais. Donc, moi, j'ai la chance de vivre à Washington, donc, et qui est un État hyper progressiste. Et au niveau de l'État, il est payé ce congé maternité, il est payé à Ok. hauteur de 80%. Et ensuite, tu as une autre nuance c'est très américain. Ton employeur peut aussi te proposer, on va dire, un meilleur congé maternité. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, mon employeur, il m'a proposé 16 semaines. Tu as d'autres entreprises, et payées, hein, et tu as d'autres entreprises qui vont te proposer, je sais pas, 20, 1 an. Parfois, certaines en Ok. proposent 1 an de congé maternité payé. Et donc voilà, donc et ça, c'est ce qu'on appelle des perks, des bénéfices au niveau de l'employeur. Évidemment, c'est pour attirer les talents. Les meilleurs Tu vois. talents au sein des Ouais, voilà. entreprises, ouais. Donc tu as trois nuances, mais au niveau de l'État, tu rien. Il n'y a rien qui est payé au niveau de l'État. C'est ça. Donc, au Et niveau des États-Unis, il n'y a rien. Ensuite, ouais, c'est au cas par cas en fonction des États et de ce qui est ouais, pris en charge, voilà, au niveau ouais. Et ensuite, étatique. au Et niveau de ton ensuite, voilà, c'est employeur. la loterie au niveau de l'employeur en fonction de Ouais, l'entreprise dans laquelle tu es. exactement, ouais. Et une chose aussi, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre une grossesse simple, multiple. C'est la même chose. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai eu 16 semaines, t'en es 1 ou 3, on te donne la même chose. Et une chose qui est chouette, c'est que mon mari a eu le même nombre de semaines de congé De congé, ouais, paternité payé, quoi. paternité. Ok. Ouais. Parce que du coup, vous êtes dans la même entreprise ou c'est pareil, son entreprise applique les mêmes conditions que la tienne? Non, alors lui, il est dans une autre entreprise, mais une fois de plus, c'est des perks en fait, tu vois, c'est ce qu'on appelle vraiment des perks. C'est un moyen de voilà d'attirer les gens à travailler pour toi, quoi. Financièrement, justement, c'est l'entreprise voilà, qui paye ce congé maternité, ce congé paternité. Est-ce que l'État participe à quelque chose pour tout ce qui est hospitalisation, suivi médical? Comment ça se passe au niveau des frais médicaux? Alors au niveau on va dire des frais médicaux, bah, tu as intérêt, et nous c'était notre cas, hein, mais tu as intérêt d'avoir une assurance, santé parce que, bah, les frais médicaux aux États-Unis, ça coûte vraiment un bras. Ça coûte vraiment très, très cher. Nous, on était bien assurés. Pour te donner un ordre, d'idée, j'ai reçu des factures, pour les premiers jours d'hospitalisation, en réanimation. Donc quand je dis en Ouais. réanimation, en fait, c'est qu'ils étaient en soins intensifs, mais ils étaient au même niveau que les médecins.
Donc, c'est-à-dire s'ils étaient prêts à intervenir voilà, en cas de gros problèmes. Mais ouais, on était sur 15 000 $ par enfant, quoi. Par jour? Oui, par jour, ouais. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de soins. Voilà, il y avait le ventilateur pour Ouais. Éléonore, c'était les jours où il y avait le plus de soins. Et au plus bas que ça a été, c'était du 4 000 $, 4 000 $. Mais on est sur un coût global à peu près 600 000 $, quoi, tu vois. Ouais, entre le suivi de grossesse, l'accouchement gémellaire, Ouais. et puis la néonate pendant 40 jours pour les deux. Ouais, après, tu vois, nous, il y a, après, on avait une bonne assurance santé, donc, mais Ouais, on a quand même les social workers, donc les travailleurs sociaux, au moment où ils ont passé les 30 jours en néonate, voilà, on s'est rencontrés et en fait, ils m'ont expliqué que on avait le droit, en fait, d'avoir l'assurance au niveau de l'État qui s'appelle Medicaid, quelque chose qui avait été ouais, mis en place par Obama, etc. Mais voilà, on ok. avait le droit d'avoir cette assurance, peu importe les revenus qu'on avait, en fait. Parce que Ok. souvent, Qu'est-ce qui c'est, tu vous vois, il faut avoir donnait des le comptes. droit? C'est parce que vous étiez parents de jumeaux? C'était pour une toute autre raison? Qu'est-ce qui déclenche ce droit à Medicaid, justement? Ouais, bah, la raison, en fait, c'est parce qu'ils avaient passé 30 jours Ok, en ouais. néonate. C'était la seule raison. Ouais, S'ils avaient passé 28, c'était pas faisable, tu vois. ça Donc, marche. le fait qu'ils aient passé les 30 jours, en fait, on a 1 an qui est 1 an de couverture santé pour eux, complètement, tout est compris, quoi. Ok. On a tout pris en charge par l'État, ce qui est quand même, ce qui est top, ouais. Donc ça prend en charge à partir du 30e jour tous les soins qu'ils vont avoir par la suite. Ouais, ouais, c'est Et ça ça. concerne que les jumeaux ou du coup vous en tant que famille, foyer, vous avez aussi le droit à cette aide. Non, ça concernait et ça concerne toujours que les jumeaux. Que les jumeaux. Et tu vois, il s'est passé quelque chose un peu plus tard. En fait, on a commencé à recevoir des factures de notre assurance à nous, Ouais, maladie, où notre assurance maladie à nous disait qu'ils n'allaient pas couvrir les frais des jumeaux et leur hospitalisation sur je crois que c'était les 12 derniers jours. Et là, pour nous, c'était un peu la douche froide et un peu un choc parce que c'était quand même beaucoup d'argent, ouais. tu vois. Parce que en fait, ton assurance maladie a le droit de te dire non, écoute, je paye pas. On Ah, paye c'est pas pas. vrai. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. L'assurance maladie aux États-Unis, c'est tout est voilà tout. Ils ont reçu un dossier, ils ont reçu le dossier des jumeaux, ils avaient peut-être 36 semaines à ce moment-là, et pour eux, c'était bah non. Pour nous, ils peuvent très bien s'en sortir sans soins, sans être à l'hôpital, et du coup, on paye pas. C'est ce qui s'est passé. Waouh. Sauf qu'à la 36e semaine, ils étaient toujours en train de travailler sur leur succion, quoi. Hmm. Tu vois quoi. C'était impossible qu'ils sortent de l'hôpital, ils n'étaient pas prêts, ils étaient encore gavés. Donc, Ouais. ils avaient encore ce gavage. Donc ouais, et ensuite, bah, quand on a su qu'on avait Medicaid, alors là, c'était plus notre souci, quoi. Mais c'est un peu le revers du système de santé américain, quoi. C'est terrible, hein. Ouais, il faut avoir une bonne assurance et en plus de ça, tu as intérêt à ce qu'ils te deny, on dit deny, qu'ils te refusent pas ton cas, quoi, ton dossier. Ah ouais, c'est hallucinant. Ça a dû ajouter une source de stress supplémentaire justement Mm. à votre stress Ouais. initial, de Ah ouais. savoir qu'il y avait Bah ouais. éventuellement toute cette prise en charge aussi financière, Mm. parce que nous en France c'est aussi une inquiétude qu'on a, mais on n'a pas le souci quand même de la prise en charge médicale des enfants. Ouais. Ah ouais, bah ouais, tu fais les calculs, là, t'es là, oh là là, Ouais. mon Dieu, si on a à payer ça, quoi, tu vois, tu te dis, mais c'est terrible, hein, parce que tu te demandes comment sont prises les décisions aussi, quoi, C'est ça. parce que Et puis, en fait, venez à tu n'as l'hôpital, jamais de certitude. Tu sais pas si, au final, même si tu as payé ton assurance, etc., ou que tu as une assurance qui est prise en charge par ton employeur, tu Mm. sais pas si, au final, ils vont quand même rembourser les soins ou s'ils vont Ouais, refuser, c'est ça a ça. été votre cas. C'est ça. Et surtout que là, tu es dans une configuration où, alors quand c'est pour toi et que tu as un rendez-vous avec un spécialiste, bah, ce que tu fais, c'est que tu contactes ton assurance et tu t'assures que ça va être remboursé et Ouais, pris en charge. Mais là, les bébés, ils sont à l'hôpital et je veux dire, s'ils sont là, c'est qu'ils en ont besoin. Donc, tu peux pas appeler ton assurance en disant, est-ce qu'ils peuvent rester? Bah, ils en ont de toute façon besoin, quoi. Je veux dire,
c'est une question de vie, quoi, tu vois, ouais, de vie ou de mort, Oui, quoi. Je c'est veux dire, ça, il c'est était c'est toujours gavé, urgence, il y quoi. a rien qui a pu être anticipé, il y a rien qui a pu être, voilà, Ouais, vu avec c'est ça. l'assurance en amont, ouais. On va parler maintenant un peu de ton postpartum. Toi déjà, comment est-ce que tu as vécu ce deuxième postpartum en étant justement à l'autre bout du monde? Tu disais qu'il y avait peut-être aussi cette inquiétude de pas pouvoir voyager, voir vos familles. Est-ce que, vos familles ont pu venir? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on avait planifié, au moment de la sorte de après leur sortie de l'hôpital, on s'est fait aider par une doula, une doula, qu'on appelle une doula postpartum. Ouais, Donc en fait, c'est une femme, ouais, c'est une femme, bien souvent pour, des cas, qui est là, en fait, pour accompagner la maman, que ce soit dans les premiers soins au bébé, qui est là comme, une qui est là pour te soutenir, que ce soit aussi bien pour l'allaitement, pour te permettre de te reposer, voilà, entre plusieurs tétées. C'est un peu, c'est un peu une confidente aussi, un petit OK. peu, tu vois? Elle a ce rôle de, veiller sur toi et sur tes bébés. Elle est là pour venir un peu épauler la famille dans ce stade de, voilà, Mmh. postpartum, pour être là pour les Ouais, bébés ou pour les parents si besoin. exactement, Est-ce que ouais. c'est quelqu'un que t'avais aussi qui t'a aussi suivi pendant ta grossesse, que ouais, que tu connaissais, en amont? Comment est-ce que le choix de cette doula, s'est fait? Alors, on l'avait eu pour Anaïs, pour ma première, Ouais. donc elle est revenue. Et en fait, la toute première fois, on l'avait prise pour Anaïs parce que, bah, on n'était que tous les 2 ici et on n'avait personne, en fait. Oui, c'est ce que tu disais. Vous aviez essayé de bien Ouais, vous entourer déjà pour ce premier ouais, c'est postpartum. ça. Mmh. Et zéro expérience, en tout cas pour la première, voilà, zéro expérience bébé. J'ai des neveux et nièces, mais j'avais jamais changé une couche, quoi. Mmh. Tu sais pas, voilà. Et donc comme on pouvait pas avoir la famille qui venait, à cette époque, avec voilà, les frontières qui étaient fermées aux États-Unis, on avait donc eu, Lisa, qui était notre doula postpartum. Et quand j'ai su que j'étais enceinte de jumeaux, ben, on l'a rappelée, quoi. On l'a rappelée et là, on lui a dit que c'était une toute autre tâche. Non, non, mais que voilà, qu'on aurait besoin d'elle, pour qu'elle vienne nous épauler, quoi. Parce qu'on avait une maison à faire tourner entre guillemets, un autre enfant à s'occuper aussi. Ça m'a permis de me reposer, elle pouvait me faire à manger si j'en avais envie, elle s'occupait des bébés, je pouvais m'absenter pour faire des papiers administratifs et cetera. Donc c'était, et puis toujours aussi, tu sais, quand tu te posais des questions, à quel moment il faut qu'on introduise le tummy time, pardon, à Le fait de les mettre sur le ventre? ouais, Oui. merci. Elle était voilà, elle avait, Elle elle a répondait un toute peu la à vos connaissance. questions, voilà, c'est Ouais. mmh. Donc elle était là, ouais, dès qu'on avait des questions, elle savait vers qui nous rediriger et puis un peu ce rôle de confidente où, bah, avec elle tu peux lâcher tu peux tout lâcher, quoi. Tu peux laisser, tes émotions, tu vois? Ouais, il y a pas de il y a il y a pas de pas de retenue, barrière, quoi. ouais, c'est ça. Mmh. Non, il y a pas de retenue, elle faisait un peu partie de la famille, on la connaissait et puis surtout, bah, ouais, c'est un peu la confidente, quoi. Donc ouais, donc on s'est entouré de Lisa, d'une postpartum et puis, ce qu'on a fait aussi, quoi, surtout moi, heu, j'ai participé à des classes de, support pour, les parents. Donc en gros, c'est un peu la traduction, mais ce que ça veut dire, c'est que toutes les semaines, on avait un call sur Zoom avec d'autres parents qui étaient aussi parents de multiples Ouais. et on partageait, tout ce qu'on était en train de «vivre» entre guillemets. Voilà, c'était animé par des volontaires et on avait des sujets, chaque semaine, quoi. Mais en gros, c'est, l'allaitement, on parlait, voilà, de comment aussi, voilà, ranimer la flamme avec ton partenaire, tu Ouais. vois, quoi? Il y Mmh. avait vraiment, ben, un peu toutes ces questions qui peuvent se poser pendant un postpartum, quoi. Comment je nourris mon bébé? Voilà, les challenges du moment. Comment on fait pour dormir? Comment je fais dormir mon bébé? J'en ai 2, ils dorment pas, quoi. Et donc il y avait toutes ces réunions, quoi, tous ces,
ces conversations qu'on avait. Et ce qui m'a permis aussi, par exemple, tu vois, par la suite, de me dire, mais en fait, on n'y arrive pas là, on a besoin d'une sleeping consultant, par exemple. C'est une femme qui va te permettre, en fait, donner des conseils sur comment instaurer une routine, à partir de quel âge instaurer une routine le soir à tes bébés, comment les faire dormir, etc. Je crois qu'en France, c'est pas quelque chose qui est encore trop dans l'air du temps, Ouais, alors mais c'est en train de se démocratiser à la fois le métier ok, justement de doula et de consultante en sommeil. Voilà, on en ok, a de plus en plus, mais c'est vrai que voilà, on est dans les premières années de ces métiers-là qui commencent à ouais. arriver en France. Vous, aux États-Unis, c'est assez commun. Est-ce que déjà tu avais fait appel justement à la doula? Oui, tu nous l'as dit pour Anaïs. Est-ce que pareil, consultant de sommeil, etc., t'as eu ce même soutien? Ouais, on l'a fait pour Anaïs et on l'a refait pour les jumeaux. Ouais, 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 ouais. Et vraiment, comme on dit, life changer, quoi. C'est-à-dire ouais. que, surtout la consultante en sommeil, tu vois, elle faisait ça depuis, elle nous disait 40 ans. Et elle nous disait, en fait, elle nous expliquait, premier rendez-vous, écoutez, vous apprenez à lire. La même façon qu'on apprend à lire, à écrire à un enfant, on lui apprend aussi à dormir. Et c'est pas, il faut pas voir ça du tout comme tu laisses pleurer ton enfant et il pleure toute la nuit. Non, non, pas du tout. Il y a tout un process à suivre, mais c'était des super conseils et moi je le recommande à tous les parents, quoi. À tous les parents, parce que c'est ce qu'il y a de plus sain. C'est ce qu'il y a de plus sain pour toi, en tant que parent, pour ton enfant, pour qu'il puisse dormir, je veux dire, de façon sereine et bien, en fait, et pas être tout le temps stressé ou à pleurer. Donc, je dirais que, ouais, je dirais que cette expatriation, elle nous a aussi poussé à aller chercher de l'aide. Je sais pas si j'aurais été chercher autant d'aide si j'étais restée en France, tu vois? Je saurais jamais, hein, avec des si on refait le monde, quoi, Hmm. mais est-ce que j'aurais été chercher toute cette aide? Aucune idée, j'en Ouais. sais rien. Peut-être pas, peut-être que oui. Mais en tout cas, ouais, il faut surtout pas rester seul dans les challenges et on sait qu'il y en a quand tu es parent de jumeaux. Justement, toi qui es maintenant maman de 3 enfants qui sont quand même rapprochés, aussi donc d'une paire de jumeaux, est-ce que, il y a des particularités, aux États-Unis par rapport à la gémellité? Est-ce que, comme en France, ça attire beaucoup de curieux, beaucoup de remarques, beaucoup de questions? Comment est-ce que c'est perçu, la gémellité aux États-Unis? J'ai jamais eu de réflexion, tu sais, ou de propos, pas agréables à entendre. De manière générale, quoi, mon impression, c'est toujours été, «Oh les bébés!» Tu vois? Ils adorent la famille ici, ils adorent les bébés. Donc partout où qu'on aille, c'est toujours, «Are they twins?» Tu sais? «Est-ce que c'est des jumeaux?» Ouais, Et je dis: «Bah ouais, 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 oh!» Et puis tout de suite, tu sais, c'est tout de suite voilà, c'est tout de suite un mot sympa, en fait. Tout de ouais. suite un Bon, mot sympa malgré et tout, c'est quand même jamais, très américain d'être aussi toujours très ouais, enjoué et très, ouais. ouais, 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 very Réaction très à friendly. l'américaine, même, voilà, sur les jumeaux. Ouais, ouais, bah, je suis d'accord avec toi à fond. Ouais, ouais, à fond. Mais ouais, toujours très sympa, quoi. Tu sais, j'ai jamais eu, bon courage ou ouais, jamais. Ou si j'ai entendu peut-être une fois, c'était, on était à un grand magasin et j'entendais alors moi je parle espagnol couramment, donc j'entendais des gens parler espagnol à côté de moi et elle disait à son mari, regarde, regarde, tu vois, c'est des jumeaux. Ouais. Et moi, je lui réponds en espagnol parce que je crois que ce jour-là, j'avais rien envie de laisser passer. Et j'ai dû lui dire quelque chose comme, bah ouais, vous avez vu, on a de la chance, on a des jumeaux, quoi. Mais quoi, tu vois, c'est vraiment la seule fois où c'était, et encore, c'était pas méchant du tout, hein, mais je crois Mmh. que c'était moi ce jour-là qui avait envie de réagir. Voilà, on Ouais. va dire. Mm. Ouais, sinon regard assez bienveillant, autour Ouais, justement de la ouais, ouais, gémellité et c'est toujours accueilli comme, quelque chose de ouais, positif. À l'inverse, en France, c'est ouais, ouais, toujours très ouais, positif, mais le bon courage et ouais, cetera, c'est le quotidien quand même ouais. pour nous en France, hein. Ouais, et puis tu sais, je pense là au rendez-vous des suivis des jumeaux. Oui, Alors, tu vas, je crois que c'est dans les deux jours qui suivent leur sortie, il faut qu'ils soient vus par un pédiatre. Et après, je crois que c'est un mois après, puis 3 mois, puis 6 mois, puis 9 mois, puis un an. Et puis à chaque fois, chacun de ces rendez-vous, c'était toujours
You're doing an amazing job, maman, tu Mmh. sais quoi, tu fais un super travail, Ouais. maman. Toujours essayer de te cheer up, quoi, d'essayer de te Ouais, c'est remonter, tu ça, sais, ouais, de te t'encourager, te tirer vers le haut, ouais, mmh. ouais. Et alors, je sais que pour beaucoup, il y a plein de Français qui vont dire: «Mais c'est tellement hypocrite». Peut-être. En tout cas, moi, j'adore. Je Ouais, en trouve tout cas, c'est des paroles que bienveillantes qui t'entourent ouais, et voilà, toujours. surtout tu en avais Ouais. besoin peut-être aussi à cette période, Ouais. Ouais, ouais, ouais. Au niveau des moyens de garde, parce que là, du coup, tu disais, congé maternité de 16 semaines, donc tu as dû, j'imagine, trouver des moyens de garde pour tes jumeaux et peut-être aussi pour ta grande. Je sais pas quand est-ce que commence l'école, aux États-Unis. Est-ce que c'est facile de trouver, bah, des solutions adaptées? Est-ce qu'il y a, comme en France, des systèmes de crèche, les systèmes d'assistance maternelle? Comment ça se passe aux États-Unis? Alors, le système public, il commence, à 5 ans. OK, Donc à 5 ans, ça devient gratuit, l'école devient gratuite et ça devient gratuit entre 8 heures et 2 heures et demie de l'après-midi. OK. Voilà. En dehors de ces horaires, il faut que tu trouves un moyen de garde. Souvent, c'est, after school, quoi, après programme, après école. Et donc pendant 5 ans, bah, c'est très cher. Je pense que c'est le premier chose qui me vient à l'esprit de dire, on est vraiment sur un système, malheureusement ici aux États-Unis qui est pas du tout, à encourager, les mères à travailler parce que le système de garde est très, très cher. Ouais, Donc ça, c'est quand même important à le dire parce que moi, c'est quelque chose qui me choque, quoi. ouais, Je veux dire, c'est quand même pas normal, tu vois? On est dans un des pays, aux États-Unis, un pays, le plus riche au monde et tu même pas de système, de famille, en fait, tu vois? ouais. Qui est proposé. Donc voilà, après oui, il y a des crèches, tu des on appelle des c'est très cher les crèches, elles sont très, très, très chères. Alors, quand les gens ils ont: «Ouais, mais c'est quoi très cher, Laure? C'est quoi très cher?» Bah, très cher, c'est, 3 000 par enfant. Ah ouais, effectivement. Donc oui, comme tu disais, en Ah fonction, bah, du salaire que tu as, tu te ouais, poses la question, de savoir si ça vaut le coup de ouais, faire garder tes enfants ou ouais. s'il vaut mieux, rester toi les garder. Mmh mh. Ouais, c'est ça. Donc tu as ce système de crèche, une fois de plus, hein, c'est des prix qui vont varier en fonction de l'état où tu vis, hein. Ouais, Forcément, dans des états du Midwest, c'est bien, bien moins cher, parce que, bah, tu as peut-être aussi moins d'opportunités au niveau du travail. Mais donc tu as les crèches et puis ensuite, nous, ce qu'on a trouvé, c'est des family daycare. Donc en fait, c'est un peu le même système que, la nounou en France, mmh. tu sais, les assistantes maternelles et elles peuvent accueillir, en fait, d'autres teachers. Donc elle est patronne, du business, quoi. C'est elle qui gère le business, et elle fait appel à d'autres assistantes, d'autres nounous pour venir garder, pardon, des enfants chez elle. Ce qui leur permet voilà, d'avoir beaucoup plus d'enfants que juste, 3 par exemple pour une assistante maternelle. Et nous, c'est ce qu'on a trouvé, bah, c'est beaucoup plus économique et puis, on a la chance que c'est aussi juste à côté de chez nous. Mais je dirais que ouais, c'est une des solutions peut-être les plus économiques ici. Et là, du coup, tu as les 3 qui sont gardés justement, donc dans ce système de daycare? Même ta grande, du Ouais, coup? là, j'ai les jumeaux qui sont dans le système de daycare et Anaïs, elle a commencé le public. On appelle ça pre-K, c'est maternelle, mais c'est privé au sein du public. Donc c'est-à-dire tu as quand même à payer, mais parce que je te disais tout à l'heure que Oui, c'était à à partir partir de de 5 5 ans. ans. Mmh. Voilà, Tu as l'accès à mais l'école, mais en tout cas, les premières années jusqu'aux 5 ans sont payantes. ouais, c'est ça. Ouais, OK. ouais. Maintenant, si on devait un petit peu résumer, tout ce qu'on s'est dit, pour moi, j'ai 2 dernières questions pour toi, qui sont liées l'une à l'autre. Les points positifs selon toi, justement, d'une grossesse gémellaire, d'une naissance, de l'arrivée de jumeaux aux États-Unis, les points dont nous, on devrait s'inspirer en France? Je pense qu'il est important de se faire aider, tu vois? Ouais. Sur ce modèle, un peu américain où, tu as les doulas postpartum, les, consultants en sommeil, les groupes de soutien de parents aussi, tu sais, pour, parler de parentalité, en fait, de c'est quoi ton che c'est quoi ton chemin? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme valeur à tes enfants? Tout ça, c'est des conversations qu'on a eues,
pré-accouchement et post-accouchement avec tous ces groupes de soutien. Mais je dirais il faut s'entourer en fait. Il faut surtout pas rester seul. Une fois de plus, je sais aussi que ça a parfois aussi des coûts. Donc il faut aussi, je le conçois complètement, de faire en fonction de ce qu'on peut, mais il faut pas rester seul. Ouais. Faut surtout pas rester seul. Parce Est-ce qu'il que y a plein ça, de gens les qui vivent la même chose. accompagnements, justement, doula, consultant de sommeil, les groupes parentalité dont tu parlais, c'est très commun aux États-Unis ou c'est vous, parce que vous étiez expatriés, que vous avez fait appel à de l'aide extérieure? Non, c'est très commun. C'est très commun. Les consultantes en sommeil, c'est quelque chose de très commun ici. Après, tu as deux écoles. Tu as des parents qui sont pas du tout pour parce qu'ils veulent pas laisser pleurer leur enfant. Une fois de plus, le but, c'est pas de les laisser pleurer. Le but, voilà, il y a tout un process à suivre pour mettre ça en place et tu le fais de façon ben, euh, positive et j'ai envie de dire saine d'esprit. Le but, c'est vraiment pas de torturer ton bébé. Mais voilà, tu as deux écoles ici sur le oui, c'est bien, c'est pas bien. Mais c'est quand même quelque chose de très courant de faire appel à des consultantes en sommeil. Et la doula, bah ouais, la doula, tu as les doulas pendant l'accouchement qui vont être là comme un soutien pour t'aider à accoucher. Ouais. Moi, j'ai pas eu ça, mais ça, c'est très courant. Ouais, elles ont le droit de Euh, venir justement à l'hôpital et d'être là mm, aussi. oui, Ouais. ouais. Et ça, c'est très courant. Les doulas, en tout cas en salle d'accouchement, c'est très, très courant. Postpartum, ça l'est aussi. Mais après, une fois de plus, c'est si tu as la famille, si tu as d'autres solutions, tu fais pas forcément appel à une doula postpartum. Mais ouais, c'est s'entourer. Vraiment, un seul mot d'ordre, c'est s'entourer et chercher de l'aide parce que voilà, vous n'êtes pas les seuls. Si vous posez la question, c'est que vous n'êtes pas les seuls à vous poser la question. Ouais. Surtout ça. La dernière question, c'est la question inverse. D'après ce que toi, tu as pu percevoir de ton entourage, tes amis, ta famille, qui ont eu des enfants en France, qu'est-ce que toi, t'aurais aimé importer aux États-Unis? Voilà, sur quel point est-ce que les États-Unis devraient prendre exemple sur nous au niveau de l'accouchement, de la grossesse, Je etc. pense que la première des choses, c'est avoir un peu plus de respect pour la famille en général et la maman, d'avoir un congé maternité qui soit, en tout cas pour des grossesses multiples, qui soit digne, j'ai envie de dire, euh, De la voilà, charge et qui du permette à une travail que maman, c'est, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, d'avoir un congé maternité qui soit plus adapté pour des jumeaux. Et puis surtout aussi, j'ai envie de te dire, la possibilité aussi de s'arrêter d'accoucher, quoi, parce que tu as forcément un peu plus de fatigue et c'est OK de s'arrêter. C'est juste que le système le permet pas. Mhm. Ouais, je dirais ça, quoi, vraiment le congé maternité et puis les arrêts maladie ou si tu veux de commencer un congé maternité avant ta date d'accouchement, quoi. Ouais. Et puis, après, ça, c'est au niveau politique, mais que les mentalités changent aussi envers le soutien à la famille de manière générale ici, quoi. Tu Ouais. vois, permettre aux femmes d'être indépendantes et de retourner travailler et d'avoir un système qui est un peu plus encadré au niveau des méthodes de garde, quoi. Ok. Donc, si on résume, ce que nous, on doit prendre des États-Unis, c'est voilà, tous ces métiers qui permettent de nous entourer, consultant de sommeil, doula postpartum, doula de manière générale, Ouais, voilà, ouais. pour être voilà, bien entouré. Et à l'inverse, aux États-Unis, il faudrait importer tout ce qui est plutôt politique familiale, politique de santé, pour vivre un peu plus sereinement une grossesse, un accouchement et puis le suivi des enfants après la naissance. Ouais, exactement. Faire du social un peu ici. Ouais. Ok, je crois qu'on a fait le tour avec toi de la question de la gémellité aux États-Unis.
Merci beaucoup, Camille. Franchement, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ça m'a fait plaisir. J'espère que ça va peut-être inspirer des gens qui vivent ici, qui sont comme moi, un peu à l'autre bout du monde, alors que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, et de se dire ah ouais, tiens, je connaissais pas ce métier. Donc j'espère que certaines personnes vont apprendre des choses. Et une fois de plus, c'est faites-vous aider, quoi. Ouais, Restez pas seul. merci beaucoup Laure, merci pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui, c'était hyper intéressant. Et comme tu le dis, j'espère que ça pourra aider soit nous en France à nous ouvrir les yeux sur certains métiers, soit aider aussi d'autres Français ou Françaises expatriés qui attendraient des jumeaux à avoir justement une autre vision, celle que tu nous présentes aux États-Unis. Merci beaucoup. Alors voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et de vous abonner au podcast pour ne pas manquer le prochain épisode de Coup Double. Et vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram pour découvrir toutes nos ressources dédiées aux parents et futurs parents de jumeaux. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.